Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job. C'est l'émission emploi de Bismart, analyse, débat, expertise. C'est que chaque jour en direct, vous connaissez le rendez-vous, tous les jours en direct sur notre chaîne. Dans son job, on va s'intéresser au coaching. Vous allez me dire, bah oui, traditionnel, le coaching, avec une question, comment mesurer l'impact du coaching? Ça, c'est une question fondamentale. On aura un expert, celui qui a créé d'ailleurs cet outil. Il est avec nous et c'est notre invité. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On s'intéresse au télétravail bashing. Bah oui, ça a été plébiscité, mais ça a été aussi beaucoup critiqué. On en parle dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, on parle des écoles, des campus, d'entreprises. Elles connaissent un très fort développement avec des entreprises. Elles seront sur notre plateau, petites et grandes, qui mènent cette expérience. On en parle dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la RSE, on en a beaucoup parlé ici dans Smart Job. Est-ce qu'elle crée vraiment des emplois, la RSE? On sera avec la rédactrice en chef de Cadre Emploi. Ça sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté aujourd'hui par Sybille Aoudjan. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, le Premier ministre reçoit syndicats et patronat pour un deuxième sommet social. 17 sujets sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agira surtout de faire un suivi du plan jeune, des reconversions professionnelles ou de la situation des métiers en tension. L'objet de cette réunion sera aussi d'analyser les conséquences du couvre-feu sur l'emploi. Avec la crise du coronavirus, les acteurs s'attendent aussi à un report des mesures envisagées pour l'assurance chômage et pour la réforme des retraites. Ce week-end, Matignon a aussi dévoilé son plan contre la pauvreté. Que dit-il? Au total, plus de 1,8 milliard d'euros seront mobilisés. Parmi ces mesures, une aide de 150 euros pour les jeunes, les boursiers ou touchant les allocations au logement, ou encore des masques gratuits distribués aux plus précaires. Plusieurs mesures pour favoriser la mobilité ou l'accès au logement ont aussi été détaillées. Ce plan confirme également l'annonce du président lors de sa dernière intervention télévisée, une nouvelle aide de solidarité de 150 euros versée automatiquement aux bénéficiaires du RSA et de l'ASS, plus 100 euros par enfant. Déjà utilisés pour les objets, les vêtements, la viande, ce sont désormais les services qui peuvent être certifiés Origine France. Ils seront estampillés Service France Garantie. L'association Pro-France se charge de garantir qu'au moins 90% des employés d'une entreprise ont un contrat de travail de droit français. La démarche de certification est ensuite contrôlée par des organismes indépendants, le bureau Veritas ou l'AFNOR. L'association ambitionne de certifier plus d'une centaine d'entreprises d'ici un an. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités. Bien dans son job, notre première rubrique dans Smart Job, vous la connaissez. On va s'intéresser au coaching. Alors, évidemment, le coaching, il y a beaucoup de coachs, autant de coachs d'ailleurs qu'il y a de personnalités de ceux qui exercent cette profession. On en parle aujourd'hui avec Alex Kergal. Vous êtes coach et préparateur certifié. Alors, ce qui est intéressant, Alex, c'est votre parcours. D'abord, racontez-le-moi. Vous êtes un sportif de haut niveau, équipe de France en cross-country. Et puis après, c'est le monde de la finance. Puis un jour, vous renversez la table et puis vous créez votre structure de coaching. Ça vous a aidé, le sport ? La performance dans le sport? Ça a été un driver fondamental pour moi. Et d'ailleurs, c'est la spécialisation que j'ai choisie après en étant coach de performance. C'est quoi la performance dans le sport? Parce que vous le développez, vous, dans votre analyse de coaching. C'est le cœur, c'est la tête. C'est quoi les éléments qu'on marie pour être le meilleur dans le sport? Et j'imagine ensuite dans l'entreprise, on va en parler. Alors, c'est assez personnel. Je pense que chacun a une notion de la performance qui dépend vraiment de sa DNA et comment ce qu'il est bâti. Moi, ce qui m'a intéressé assez rapidement, c'est de trouver et de mettre en place un outil qui permette justement rapidement d'atteindre une performance. Ce que j'ai remarqué en devenant coach, c'est qu'il y avait deux problématiques, deux choses qui étaient assez compliquées pour moi à cerner. C'est il était nécessaire d'avoir plusieurs sessions de coaching avant de pouvoir vraiment cerner son client. Et donc, je me suis dit, il y a besoin de quelque chose, un peu un speedy boarding du coaching, quelque chose qui permet rapidement de comprendre. On sent que vous êtes passé par Londres, vous, Alex. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'impact du coaching? Ça, c'est fondamental. Ça n'existait pas, ça, auparavant. Je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que vous aviez des clients, que vous prépariez à des fonctions, à être le mieux dans son job, sans avoir d'outils qui leur permettaient de se dire, tiens, au bout d'un an, j'ai parcouru ce chemin-là. C'est ça l'idée.
Voilà, exactement. Et donc j'ai commencé en fait à bâtir cet outil dans ma cuisine et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec vous. C'est quoi cet outil et pourquoi c'est utile pour les clients? Parce que chaque client est différent, les besoins sont différents, les problématiques sont différentes. Vous me disiez, et je trouve ça passionnant, un sportif de haut niveau, il a de la récup, ça on le sait bien, et puis il y a des moments de pause, la saison s'arrête, il se repose, il s'entraîne. Vous me disiez, dans l'entreprise, il n'y a pas. Quand on est un exécutif, c'est 35 ans, la tête dans le guidon, on la relève que rarement et on n'a pas de pause. C'est compliqué ça? Oui, c'est compliqué. La carrière d'un athlète, c'est à peu près en moyenne 9 ans et celle d'un exécutif, c'est autour de 30 ans. Et donc, quand vous regardez un athlète, effectivement, il a une saison, il s'entraîne et à un moment donné, il a de la récupération. Mais un exécutif, c'est pas vraiment prévu. Oui, là, c'est 15 jours de vacances, peut-être, en famille? Mais souvent, ils travaillent énormément et ça a un impact aussi sur leurs équipes, puisqu'en fait, ils managent des gens. Donc, on peut se poser la question, en quoi ma capacité d'influence est-elle optimisée en tant qu'exécutif alors que je ne dors pas forcément comme il faut, que je suis stressé, que je ne prends pas le temps de me reposer. Quand vous voyez un athlète, quand il est sur le terrain, il est à fond. Mais ensuite, quand vous le voyez marcher, généralement, il marche très vraiment calmement. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est ses coachs en général qui lui disent. Marche lentement, détends-toi, sois tranquille. Un exécutif, rarement, hein, quand il marche dans le couloir, il marche très très vite. Hein. Ouais. Ça c'est justement ce travail sur votre histoire personnelle, elle est un apport utile dans ce que vous avez créé, que vous appelez la Global Performance Index. C'est-à-dire que quand vous voyez votre client, vous lui dites voilà, on part de ce point et on ira jusque-là et on va essayer de le quantifier. Comment vous faites ? Alors, le Global Performance Index, c'est un outil où vous avez tout un ensemble de questions avec des marqueurs où vous notez de 1 à 10 et c'est une grille de lecture. Dès le départ, on sait d'où on part. Donc, c'est tête, corps, cœur et esprit. C'est une approche holistique qui permet globale de la personne. Par exemple, je vais vous donner un exemple. En fait, si vous pensez à une voiture, donc la tête, ça va être comme le moteur de la voiture, votre capacité de concentration. Plus vous êtes concentré, plus vous avez un moteur qui va aller vite. La tête, le corps, ça va être comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. Si vous avez très peu dormi ou peu mangé, ou que ça ne fonctionne pas très bien, vous n'allez pas avoir un niveau d'énergie qui va être suffisant. Le cœur, c'est vos relations avec les gens. Si vous êtes en relation avec des gens qui sont inspirants autour de vous, naturellement, vous allez avoir envie d'aller plus loin. Et la partie esprit, ce n'est pas tant l'aspect spirituel, mais c'est plus l'aspect vision, valeur, intuition. Et ça correspond au GPS dans votre voiture. Donc vous pouvez très bien avoir un très gros moteur, avoir votre essence qui est au maximum. La partie relation, la partie cœur, ce sont les vitesses de la voiture et aller à fond, mais sans vraiment savoir où vous voulez aller. Donc les 4 éléments sont vraiment importants. Vous, avec cet outil, ça vous permet de quoi? Ça vous permet d'affiner, parce que, excusez-moi de faire cette métaphore permanente avec les sportifs de haut niveau, mais ils ont non seulement un entraîneur technique, mais ils ont souvent un coach, un nutritionniste et des accompagnants qui leur permettent en fait d'avoir un environnement propice à la réussite. C'est le cas aussi en France. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait ça en France. Alors je pense que c'est en changement. Il y a différents. Par exemple, dans le golf, on n'avance pas à la même vitesse que dans le football. Et il y a des sports qui sont plus ou moins avancés, je pense que chacun avance un petit peu à sa vitesse. Et je pense qu'on se destine effectivement à avoir des spécialisations pour atteindre le plus haut niveau. Donc ça veut dire, pour le dire clairement, avec vos clients, vous ouvrez votre ordinateur avec cet outil que vous avez créé. Ouais. Vous l'avez certifié, c'est-à-dire qu'il est utilisable par d'autres. Comment on fait avec cet outil? C'est le vôtre et personne n'a le droit d'y toucher? C'est en cours. C'est un sujet. À partir de janvier, en fait, la plateforme du Global Performance Index va être en ligne en 3 langues. Donc, je l'ouvre. Oui. Donc, vous l'ouvrez pour tous les autres coachs qui auraient besoin d'un outil d'accompagnement pour avoir un suivi. Qu'est-ce que vous disent vos clients en retour? Parce que, quelque part, c'est nouveau. Ils ont souvent été coachés, ils ont croisé des coachs. Ce n'est pas nouveau pour eux. Avec cet outil, qu'est-ce qu'ils vous disent? On a de la clarté tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plusieurs sessions pour les gens qui sont visuels. En fait, c'est un document, sur une page, c'est très visuel et vous pouvez tout de suite voir où vous en êtes. Et ensuite, on refait le Global Performance Index à la fin. Et donc, on voit où on arrive aussi à la fin. Et on peut voir effectivement ce qui s'est passé, quel est l'impact du coaching qu'on peut mesurer. Les exécutifs, ceux que vous coachez, ceux que vous accompagnez, qui sont en France, qui sont aussi à l'étranger, qu'est-ce qui leur manque le plus? De quoi ils ont besoin le plus?
Ils sont en recherche d'une capacité d'influence et qui est souvent limitée par un manque de temps et qui ensuite découle d'un stress. Ils sont particulièrement stressés. Alors le stress, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, puisque si vous ne faites pas de sport pendant 2 semaines, votre corps va se ramollir. Il y a une certaine zone de stress qui est nécessaire, mais c'est quand il y en a trop. Capacité d'influence importante et qui ensuite peut résulter de stress. Le stress, manque de sommeil, manque de vision. Donc des doutes? Des doutes, une difficulté à aussi manager son équipe. Donc à rentrer en communication rapidement. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est des marges d'erreur? C'est des difficultés à investir? C'est des mauvais choix parfois pour aller plus loin? Je pense que ça se résume à une présence dans le moment, savoir vraiment être dans le présent, être là, mais comme un athlète qui est complètement là. Et pour un exécutif, être complètement là, présent, et ne pas être en train de penser au passé, pas être dans le futur. Et parce que si vous donnez 25% dans le futur, 25% dans le passé, qu'il vous reste que 50% dans le présent. C'est fondamental, parce que vous êtes dans le présent pour pouvoir transmettre dans les meilleures conditions les messages. Et quoi? L'empathie, l'énergie, le charisme, c'est ça? Voilà, qui se résume avec la capacité d'influence. Parmi les 4 critères que vous avez dans le... Et on travaille sur différents éléments, puisque ensuite, chaque exécutif est différent. Bien sûr. Vous avez des exécutifs qui finalement sont arrivés là où ils sont arrivés avec un mindset, mais ce n'est pas le mindset qui va les aider à atteindre l'étape suivante. Voilà. Je retiens qu'effectivement, exécutif, c'est 30 ans, 35 ans de carrière. Un sportif, c'est 9 ans, évidemment. Prenez soin de vous, messieurs, si vous nous regardez, évidemment, mesdames aussi. Merci, Alex Kergal. Vous êtes entre de bonnes mains. Coach, préparateur certifié, avec en janvier la possibilité, vous qui êtes coach, de pouvoir acheter, j'imagine, le modèle certifié, inventé dans la cuisine d'Alex Kergal, parce que c'est dans votre cuisine que vous l'avez créé. Merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, c'est la suite de notre émission avec Welcome to the Jungle, Working Progress évidemment. Le télétravail, oui, le télétravail, c'est le télétravail bashing, on en parle tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On va vous les présenter avec Mathieu Amaré qui m'accompagne depuis 15 jours maintenant. On en parlait il y a quelques secondes, le télétravail, la numérisation. Il y a un télétravail bashing, c'est-à-dire que c'est assez paradoxal, ça a été plébiscité. Et puis là, on a l'impression que ça, il y a un reflux un peu du télétravail, c'est moins génial, c'est ça? C'est toujours plébiscité par les collaborateurs, puisque 85% des télétravailleurs souhaitent conserver son utilisation. Mais il est vrai qu'après 6 mois de pratique, et surtout l'expérience du télétravail forcé pendant le confinement, avec les enfants, tout ça. La lune de miel semble, à la rentrée en tout cas, terminée. Des voix s'élèvent contre son utilisation. Parmi elles, Fanny Lederlin. Fanny, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante de philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage Les dépossédés de l'open space, et puis autrice aussi de quelques tribunes récemment contre le télétravail, dans Libération, dans Le Monde, plus récemment. Fanny, je disais, la ligne de miel est terminée. Pourtant, pendant 4 mois, c'était sur toutes les bouches. Le télétravail, c'était formidable. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas du tout l'impression que la lune de miel soit terminée. D'accord. J'entends pas tellement ces voix s'élever. Vous avez cité ce chiffre des 85% de travailleurs qui plébiscitent le télétravail. Et avec cette crainte d'une recrudescence de l'épidémie, le port du masque obligatoire en entreprise, j'ai l'impression au contraire que le télétravail reste une solution aujourd'hui, déjà sur l'aspect sanitaire privilégié, et reste un désir très fort de la part des salariés. Je parlais des collaborateurs, mais quand on s'intéresse aux entreprises, il y en a qui sont quand même de plus en plus réfractaires. Elles rapatrient leurs troupes. Revenez chez nous. Voilà, revenez. Alors, il y a plusieurs mouvements. D'abord, il y a une réflexion, tout simplement, une ouverture, une réflexion qui est faite sur le télétravail. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, 4 mois seulement. Les 2 mois de confinement qui a été des mois un peu particuliers, où je pense que l'expérience du télétravail qui a été menée était une expérience assez, je dirais, hors norme. Oui, ce n'est pas du télétravail, hein. Rappelons-le, le cadre, c'était du télétravail forcé, du 100% remote même. Du 100% remote, voilà, ce qui ne sera pas sans doute le cas du télétravail. Avec un mélange vie privée, vie professionnelle en plus, tous mélangés. Absolument, les enfants à la maison, les écoles qui étaient fermées, donc ça rendait les choses très compliquées. Néanmoins, même dans ces conditions, parce que les études qui ont été menées, elles ont été faites à la sortie du confinement,
il y a plutôt un avis favorable, j'insiste. Vous tordez le cou à l'idée que... de la part des DP. Je vais vous expliquer pourquoi je tords le cou. C'est pas sur l'expérience que je me fonds, parce que si on se pose simplement sur du point de vue du bien-être, de la qualité de vie perçue, etc., il y a une avancée très claire de la part du télétravail. Le fait de ne pas avoir besoin de prendre des transports surchargés pour aller travailler, le fait d'être confortable chez soi, de pouvoir s'interrompre de temps en temps et faire autre chose que travailler, jardiner, regarder une série, que sais-je. Tout ça, ce sont des avancées. Des temps pour soi qu'on n'a pas dans l'entreprise. Des temps pour soi, absolument. Moi, mon cadre de réflexion, il est le suivant. Je considère que le travail n'est pas simplement une nécessité vitale, qui n'est pas simplement une façon de gagner sa vie de la façon la plus confortable possible, mais qu'il façonne notre condition humaine. Le travail, c'est la modalité d'agir par laquelle nous entrons en rapport avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes et accessoirement avec le monde. Donc, il y a un enjeu qui, pour moi, est existentiel et même politique, j'ose le terme, et c'est en fonction de ça que je m'interroge sur le télétravail. Et ce que j'identifie, c'est que le télétravail accélère des mutations que j'avais identifiées. Que vous évoquez dans le monde. La plateformisation fait qu'on va finalement envoyer les emplois, ces emplois de télétravail ailleurs. On peut les faire ailleurs. Au Maghreb, en Asie. Il y a un premier problème. Vraiment, ça pose un problème de dumping social. Mais bien sûr. De la même manière que la mondialisation a permis d'externaliser l'industrie dans des pays moins coûtants. Et on le vit là depuis 2 jours. De travail. De la même manière, on va pouvoir externaliser les services. Et c'est sans doute la raison. Et d'ailleurs, c'est assumé pour laquelle Facebook et Twitter ont annoncé qu'ils allaient le généraliser. Ça, c'est un premier sujet. Mais si on continue votre réflexion sociétale, qui m'intéresse beaucoup, sur le fait que le télétravail, par l'isolement qu'il suppose, conduit à une atomisation du travailleur, donc à une rupture du lien social que l'entreprise avait pour habitude de solidifier. C'est ça que vous voulez dire. C'était pas l'entreprise qui avait l'habitude, en tout cas, le lieu de travail était un lieu de socialisation. C'est essentiel. Un lieu de socialisation où effectivement on fait quelque chose en commun, on participe à un projet collectif, mais aussi accessoirement, on mène des actions collectives, pourquoi pas des luttes. Il y avait toute une dimension aussi politique qui est essentielle à la syndicale, politique. Absolument, à la vie en société. Ce que j'identifie, je suis absolument pas la seule, Danielle Linhart, qui est une sociologue que je cite beaucoup dans le livre, Pascal Diby aussi, l'auteur d'Ethnologie du bureau, qui dans l'IB faisait exactement le même constat que vous. Tout à fait. Depuis une quarantaine d'années, on va dire depuis les années 80, il y a un mouvement managérial très clair, très identifié, qui constitue à défaire les solidarités de groupe. On individualise. Individualiser les rapports managériaux. Ça passe par l'individualisation, par exemple, de la négociation salariale. Mais pas que. Tout un tas de systèmes, de méthodes managériales qui consistent à faire croire aux travailleurs qu'ils sont des individus en concurrence les uns avec les autres et qu'ils n'ont pas... C'est ça le danger. Voilà. Je souligne votre point, c'est pas nouveau. L'ouvrage de Danielle Linhart intitulé Travailler sans les autres, c'est 2009. Donc il y a 10 ans. On accélère selon vous le processus avec le Covid? Je pense que, avec le Covid et le télétravail, en fait, s'inscrit complètement dans... Et c'est pour ça aussi qu'on a pu si bien télétravailler. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est retrouvé chez soi et qu'on a pu très bien continuer notre job, parce qu'en fait, à mon avis, on télétravaillait déjà dans nos open space, chacun les uns à côté des autres, avec de moins en moins de liens. Excusez-moi, Fanny, si on revient dans le cadre de l'entreprise, qu'est-ce que ça provoque? Danielle Linhart parle de quête de reconnaissance individuelle, de repli narcissique sur le collaborateur. Qu'est-ce que ça suppose aussi pour les managers, les CEO qui ont leurs collaborateurs maintenant en télétravail, qui se posent des questions? On est parti en psychanalyse là, on a quitté la philosophie, c'est intéressant. Non, mais là, pour juste concrètement, pour les CEO et les RH qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je vais essayer d'être très pragmatique et d'évoquer ceux que j'ai en tête là pour l'instant. Il y a un premier problème, effectivement, on s'adresse à des DRH ou des dirigeants d'entreprise, c'est comment on maintient la culture d'entreprise, comment on maintient le projet commun. Ça va être un premier sujet. Et c'est pas simplement en écrivant des chartes ou en définissant des purposes qu'on y arrivera. Il faut qu'à un moment donné, les gens puissent se réunir et savoir pourquoi ils sont là tous ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Sachant que la culture d'entreprise est quand même un actif immatériel qui valorisé vraiment de façon tangible dans l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est comment on va mesurer la performance, je dirais, des travailleurs. Il est indéniable que les télétravailleurs travaillent beaucoup chez eux. Ça, c'est sûr. Le temps passé, l'activité... Les études l'ont montré, une très bonne productivité. Mais alors,
Mais pourquoi ? Est-ce productif ? Je pense que là, pour le coup, il y a certainement des études qui vont devoir être menées pour le vérifier. Et l'autre sujet, pour moi, qui me tient à cœur, c'est la question des transferts de compétences et de la formation des jeunes travailleurs. Comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive en entreprise, qui a 22 ans, qui sort juste de l'école, puisse être formé, bénéficier de l'expérience des seniors s'il est chez lui ? Vous savez très bien que quand on est en entreprise, qu'on a un problème, on appelle quelqu'un, même pas forcément d'ailleurs son supérieur hiérarchique. Viens m'aider, j'ai une galère. Viens m'aider, hop, il nous aide avec, sur l'épaule devant l'ordinateur et les choses se font comme ça. C'est la transmission, effectivement, sans compter au fil de l'eau. tous les rapports informels qui contribuent aussi à la formation du travailleur. Donc il y a un vrai sujet de transmission de savoir. Je sais que vous délimitez un cadre de réflexion, vous n'êtes pas là pour nous donner clé en main l'organisation du futur de travail, mais la boule de cristal du travail. S'il y avait un mode d'organisation sur lequel vous retrouverez, ou en tout cas on retrouverait votre analyse, qu'est-ce que serait ? Est-ce que le télétravail 2 jours par semaine, ça a une forme hybride en fait. Hybride, ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est certain, c'est que pour le coup, je pense que le full remote est vraiment un danger majeur et qu'effectivement, il faut privilégier un télétravail à temps partiel. Oui, peut-être 2 jours par semaine. La question pour l'organisation, ça va être de savoir si c'est le travailleur qui décide de son jour de télétravail, parce que si c'est le cas, il est évident qu'il n'y aura plus aucun jour où tous les travailleurs seront là, et dans ce cas-là, il n'y aura plus de réunion collective. On sera toujours obligé d'allumer un Zoom pour ouvrir, pour que tout le monde puisse participer, et donc ça va considérablement changer les relations, et qu'en fait le télétravail il sera toujours présent, même si c'est à temps partiel. Est-ce que la partition, Fanny Lederlin, elle n'est pas aussi entre ceux qui considèrent que nous sommes toujours dans l'ancien monde et qui sont réfractaires à cette nouvelle culture du télétravail, ce que ça suppose en termes de liberté aussi, parce que vous l'avez dit au début, il y a quand même des avantages, et ceux qui sont déjà dans le monde d'après. Les anciens et les modernes. Sans parler des plateformes comme Twitter, Facebook, qui ont déjà fait le 100% remote, mais qui disent, voilà, le télétravail quand même s'accompagne d'une liberté. Et s'accompagne d'un confort, s'il est bien mis en pratique, qui peut être libérateur pour le salarié. Bon, déjà, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette rhétorique de l'ancien et du nouveau monde, parce que c'est rhétorique et que c'est une manière de ringardiser, évidemment, ceux qui seraient partisans de modalités plus anciennes de travail. Donc, premier point. Et la question qui doit être posée, c'est quelle liberté ? C'est toujours le même sujet. De la même manière que on a ces valeurs du management contemporain qui vont vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus d'agilité. À chaque fois, ce sont des mots qui sonnent bien à l'oreille. Qu'est-ce que ça recouvre derrière quand on parle de travail indépendant ? Si c'est pour être chauffeur Uber et avoir besoin de se battre pour avoir des droits qui sont les droits des salariés communs. Le dumping, l'externalisation du travail. Absolument. Qu'est-ce que recouvre cette liberté ? Et donc la précarisation. Et absolument. C'est ça le vrai risque à terme. Tout à fait. Donc moi, je n'ai pas de solution toute faite. J'espère simplement qu'on puisse maintenant se poser des questions, ouvrir le débat et pas se ruer dans le télétravail parce que c'est une innovation et que c'est bien en soi. J'espère qu'on l'a fait. Passionnant, Fanny Lederlin, doctorante en philosophie, puis ce livre, Les dépossédés de l'open space, et puis des tribunes à lire qui sont évidemment en ligne, puisque grâce au numérique, on peut vous lire. C'est passionnant et ça ouvre en tout cas des perspectives. Merci d'être venu sur le plateau de Working Progress. Restez avec nous parce que c'est travailler demain, toujours avec Mathieu Amaré. On va prolonger cette réflexion, on va quitter la philosophie. Mathieu Amaré, toujours avec moi, on va s'intéresser. Alors là, on a fait une vision philosophique du télétravail, on quitte un peu ces rives. Là, cette fois-ci, on va intégrer la notion de numérisation de plateforme et puis d'intelligence artificielle. C'est toujours le mot qui fait très peur. L'intelligence artificielle, on se dit sur les robots qui remplacent les hommes. On va en parler. On va essayer de déstresser avec. C'est ça, il faut se détendre un peu. On va essayer de se détendre un peu avec notre premier invité, notre deuxième invité, Michael Bentolila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Insideboard, une plateforme de conduite du changement basée sur l'intelligence artificielle. Cette conduite du changement, on en parlait philosophiquement avec Fanny Lederlin juste avant vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette conduite du changement ? Quelle est la définition de ce concept ? Donc selon nous, parce que j'ai cofondé la boîte avec mon frère Johan Bentolila, qui est CTO, et qui a monté l'intelligence artificielle. Ah, c'est lui. Voilà, c'est D'accord. lui. D'accord. L'idée, c'était de personnaliser. La conduite du changement, c'est tout simplement permettre à un employé de réussir à aller vers les objectifs que l'entreprise lui donne. Voilà. Et la réponse ne peut pas être simple en disant on va te mettre un plan de formation
et tu vas réussir Ce qui se faisait avant. à aller vers les objectifs. Ça, c'est la conduite du changement traditionnelle. C'est l'instauration d'un dialogue, d'abord. C'est C'est l'instauration la première effectivement d'un dialogue qui donne du sens. C'est-à-dire, est-ce que le salarié comprend ce qu'on attend de lui? Oui, ça c'est important. Et souvent, les entreprises ne prennent pas le temps de bien expliquer. Donc c'est mal reçu par le salarié? C'est pas compris. Il est blessé, il se sent dépossédé? Il se sent en fait impuissant surtout de ne pas pouvoir répondre aux attentes de ses chefs. Et comme nous, en tout cas, on traite les grands groupes, et même dans les petites entreprises, c'est pareil, on a des multiples changements dans les entreprises. C'est pas un changement. Il y a la révolution du travail en cours. Il y a la révolution du digital. La digitalisation. Il y a à peu près 35 applications par an qui a salarié qu'il doit maîtriser et qu'il doit maîtriser. Chaque année. Donc des nouveaux outils c'est incroyable. qu'il utilise au quotidien. Et autant de processus. Donc le salarié n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a l'accompagnez. L'entreprise non plus, parce que dans une de vos vidéos de présentation, et c'est pour ça aussi, c'est le constat que vous avez fait en montant Insideboard, c'est vous dites, voilà, les projets se sont démultipliés, des projets de transformation de l'entreprise se sont démultipliés, mais 3 projets sur 4 échouent. Exactement. Par une approche de conduite du changement trop traditionnelle, classique, basée sur de la formation essentiellement. D'accord. En quoi la formation est un problème? Alors, la formation, c'est utile. Elle est chronophage. Mais tout le monde n'a pas envie de retourner à l'école quand il va à l'entreprise. Et tout le monde n'a pas envie de passer 300 jours en formation. Votre valeur ajoutée, c'est quoi? Vous nous dites qu'il y a l'ancienne méthode, finalement la traditionnelle. Le salarié ne sait pas trop, finalement, ce qu'il doit faire. Il est un peu comme ça dans les phares. Qu'est-ce que vous proposez, vous, et qui est un peu disruptif, finalement? L'intelligence artificielle. Nous on propose 3 choses. Déjà, on propose de connecter les employés comme une communauté. D'accord. Donc de les rassembler selon les projets de transformation et les changements qu'on attend d'eux. Ensuite, on propose de donner à cette communauté du sens, c'est-à-dire qui se mesure, donc des indicateurs, tout simplement pour savoir, par exemple, si on installe le télétravail, combien de jours je dois être là. Oui, on en parlait il y a quelques minutes. Si on installe un outil CRM, combien de visites clients je dois faire? Combien de rendez-vous réussis je dois transformer? Ça, les salariés n'ont pas cette information. Et la communauté ne l'a pas. Nous, on fait déjà ces 2 premiers Chacun éléments. est dans son rail, là, vous permettez une fois qu'on a ça, le 3e élément, c'est de donner à la communauté les leviers d'engagement qui lui permettent de s'engager selon ses propres sensibilités. Ça veut dire que certains sont sensibles à la formation. On va leur fournir le module de formation. D'autres sont sensibles au challenge, à la gamification, c'est-à-dire le fait d'avoir des... Vous allez adapter à chaque individu. Voilà. Et l'intelligence artificielle va comprendre ses sensibilités. Elle permet de comprendre. Donc, pour les dispatcher entre les Quand on arrive dans une boîte, au début, c'est ce qu'on appelle le call start. Pendant quelques semaines, on ne sait pas qui aime quoi, quelle communauté aime quoi. Et au bout de quelques semaines, on dit tiens, cette communauté, elle est sensible au challenge. Celle-ci, cette personne, elle est plutôt sensible à la formation. Et donc, vous allez pouvoir proposer et adapter. Voilà. Si on quitte le fonctionnement pur de Insideboard, vous l'avez créé il y a quelques années, il se trouve qu'on a encore une révolution, encore pire, c'est celle du télétravail, qui est, donc, comme je disais, sur toutes les lèvres. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière d'aborder les choses, cette conduite du changement, voire même sa définition oui, pour vous? Oui, parce qu'elle responsabilise le salarié pour pouvoir s'engager à distance. Dans cette période de Covid-19, l'engagement à distance, c'est la clé, la motivation à distance du salarié. Voilà, c'est ça qu'on a transformé avec quand même des très très bons résultats. D'accord. Dans les entreprises. Combien de salariés, Mickaël? Combien de collaborateurs? Plus de 85. Plus de 85, et donc en développement, si je comprends bien. Voilà, on double chaque année. Ah oui. Ouais. Donc c'est une entreprise qui explose. Mickaël Bentolila, merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Fondateur d'Insideboard, on l'a compris, co-créé, co-développé avec votre frère. Merci à Mathieu, merci à Mickaël pour cette dernière rubrique de la semaine de Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Tout de suite, c'est le cercle RH. On en parle avec mes invités. C'est les experts de Smart Job et c'est dans quelques instants après cette courte pause.
Place à notre cercle RH. C'est notre débat quotidien. Je suis très heureux de vous présenter mes invités. On va faire l'école et l'entreprise. L'entreprise à l'école dans l'entreprise. On va en parler. Ce sont des campus créés par des groupes. Alors ça peut être de très grandes entreprises ou de plus petites entreprises. Et ils ont décidé de créer leur propre formation. Pourquoi ? Est-ce peut-être parce que l'éducation nationale, pendant un temps, ne pouvait pas répondre à leurs besoins ? On va essayer d'en savoir plus parce que c'est un phénomène qui progresse aussi bien dans des très grandes entreprises que dans des entreprises moyenne. On en parle avec Jean-Marie Lambert. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. DRH de Veolia. Alors, tout le monde connaît Veolia, d'autant depuis quelques semaines avec cette fusion, cette tentative en tout cas de se marier avec Suez. C'est compliqué. C'est pas le sujet du jour d'ailleurs, mais il faudra réfléchir, j'imagine, dans votre campus, dans votre école, si les choses se font, à intégrer aussi les collaborateurs Suez. 178 780 collaborateurs. J'ai un chiffre, je crois. À quelle heure ? C'est ça, je crois. On est assez précis. Et c'est 51 113 collaborateurs en France avec un campus qui répond aux exigences des 3 métiers. On y reviendra dans quelques instants. Merci d'être là. Stéphane Fritz, merci d'avoir répondu à l'invitation. Président du réseau Guy Hockey. On connaît évidemment l'enseigne Guy Hockey. C'est en 2008 que vous souhaitez créer votre structure de formation. Je ne sais pas si vous l'appelez campus, mais si vous l'appelez l'école des ventes Guy Hockey, pour faire que vous ayez les meilleurs vendeurs, pour évidemment faire des gens formés, empathiques. On reviendra sur le contenu de la formation. C'est 580 agences, à quelle heure, je ne sais pas, avec 3250 collaborateurs en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre-Emmanuel, merci beaucoup. Pierre-Emmanuel Raymondville, vous êtes directeur développement commercial en charge de Vérissure Academy. Alors vous, c'est vous un peu le prof, le directeur de l'école en l'occurrence. Là, on a un DRH et un président, mais c'est vous qui pilotez cette structure. Vous êtes le numéro 1 européen de l'alarme connectée. Donc voilà, quand on veut mettre une alarme, souvent on appelle Vérissure. C'est 2800 personnes et vous allez créer des emplois là au fil de l'eau. Alors un petit peu dans un contexte de crise, vous êtes en création d'emplois. D'abord, une question un peu philosophique, parce que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, il y a des entreprises grandes et petites qui décident de créer leur campus. Alors vous avez un cursus scolaire qui va du CAP jusqu'à des formations jusqu'au master, en passant par les BTS. Est-ce que c'est parce que Veolia ne trouvait pas de collaborateurs, je dirais, formés, parce que c'est un vrai débat sur la qualité, je dirais, de l'enseignement, que vous avez décidé de développer ces campus ? Il y a 20 ans, le constat qui avait été fait, c'était qu'un certain nombre de métiers que nous pratiquions ne donnaient pas lieu à des diplômes, et à des formations de diplômantes. Donc la décision qui a été prise à l'époque, c'était de créer un institut de l'environnement urbain, qui est devenu le campus après, et cet institut de l'environnement urbain avait pour mission de créer des diplômes, du CAP donc au master, pour ces métiers, la propreté en particulier, mais aussi du transport à l'époque, des canalisations, qui étaient des métiers pour lesquels n'existait pas, de par l'éducation nationale. Il n'y avait pas de formation. Alors en fait, on a créé ça, alors pas tout seul, on s'est bien entendu avec les conseils généraux, avec le conseil régional, avec des universités, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour monter ces formations, qui sont des formations destinées à nos apprentis, et ensuite ça fait des petits. Des petits. Là, aujourd'hui, votre campus, c'est combien d'élèves, d'étudiants? Je dis d'élèves, c'est un petit peu impropre, plutôt des étudiants. Alors, en moyenne, on a 2000 apprentis par an, en moyenne, en sachant qu'on a 3 implantations géographiques. Oui, j'ai vu. Ça ne se limite pas là. Il y a Jouy-le-Moutier, en région parisienne, qui est le navire amiral. On a un campus à Jonage, près de Lyon, et on a un campus à Tarbes. Donc, ce sont ces 3 bâtiments où nous sommes effectivement dans le dur, qui forment effectivement nos apprentis, mais pas seulement, puisque nous avons des partenariats aussi avec d'autres pour avoir des apprentis qui font des formations, y compris des formations supérieures. Ça, c'est important aussi de pouvoir faire évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Chez Guy Hockey, c'est quoi l'esprit? 2008, j'ai vu que ça venait des États-Unis, ça vient de New York. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui disent, nous, on veut créer nos propres formations, les affiner. C'est une petite phrase que j'ai tirée de l'usine nouvelle. C'est le patron de l'école Citroën qui dit, moi, je voudrais qu'on mette des globules à nos étudiants en forme de chevron. Je ne sais pas quel est votre logo chez Guy Hockey, mais j'imagine que c'est un peu ça l'idée, c'est d'inoculer à des étudiants non seulement un savoir-faire, mais aussi un esprit d'entreprise, j'imagine, non? Alors, les peintures de guerre Guy Hockey, quoi. L'idée, c'est un peu celle-ci, mais alors,
C'est pas en 2008 que c'est fait, parce que le réseau est né en 94 et il y avait déjà des formations. C'est un métier d'autodidacte déjà, agent immobilier à l'origine. Aujourd'hui, on voit des écoles, beaucoup d'écoles qui font des BTS, des masters, des bachelors, des licences aujourd'hui qui peuvent faire ça. Mais au départ, c'est un métier d'autodidacte et c'est donné à tout le monde. C'est un ascenseur social assez fort, parce qu'on prend des gens qui aujourd'hui n'ont pas le bac, n'ont pas d'études, et à force de formation, justement qu'elles soient présentes. Quand du bagou un peu, quand un peu de bagou, quand un peu de... C'est un métier... Excusez-moi. Non, mais vous avez raison de le dire. Il y a un peu de bagou, il y a une partie commerciale, mais c'est aussi un métier qui est éminemment juridique, réglementé. Donc, c'est pas seulement du bagou. Et heureusement, c'est un peu l'image que ça laisse. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans une construction des formations qui soient présentielles, distancielles, sur l'être autant que sur l'avoir, sur le savoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit depuis déjà de longues années. 94, avec ce développement qui va progresser jusqu'en 2008 et qui se développe aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Parce que j'imagine qu'il y a un tableau de bord entre le moment où vous l'avez créé et le moment où vous dites, voilà, moi j'ai des types, j'ai des filles qui sont mieux formées, qui savent mieux accueillir le client. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ce qu'on a, on est un exceptionnel observatoire déjà des formations, des performances des collaborateurs déjà sur le territoire national. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça fait déjà des années qu'on met des marqueurs sur tout ça et qu'on améliore nos formations. Quand je dis aujourd'hui intégrer une partie d'être dans les formations, c'est récent, ça a 3-4 ans à peine. C'est assez récent. Avant, on était vraiment dans une méthode commerciale de travail. On apprenait juridiquement comment on faisait un contrat. Il faut que tu vendes, c'est ça que vous disiez. Oui, il faut que tu vendes. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus. Oui, ça ne suffit vraiment plus. Le niveau de connaissance déjà de nos clients est bien plus élevé qu'il n'était avant. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce qu'ils sont sur Internet, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'il faut aujourd'hui aller bien au-delà de ça. Et, excusez-moi, et je vais donner la parole évidemment à Vérissure, au patron de l'école, mais diplômant la formation, ou c'est une vraie formation maison qui fait que quand on sort de cette formation, on ne peut pas la vendre ailleurs? Non, c'est pas ça c'est l'étape suivante aujourd'hui. Et elle sera de diplômer justement, de rendre notre école diplômante. Aujourd'hui, c'est une école des ventes qui est faite de juridique, de commercial. Il y a un petit peu de digital, de communication, donc pour accompagner les collaborateurs. Parce qu'on a deux clients. On a les collaborateurs des agences, mais aussi des agents immobiliers indépendants ou cadres en reconversion qui nous rejoignent. Et c'est ça. 90% aujourd'hui, 580 patrons qui composent le réseau sont des cadres en reconversion qui ne connaissaient strictement rien à l'immobilier avant de nous rejoindre et qui aujourd'hui font la force du réseau. Et qui vont faire une franchise, qui vont prendre une franchise. C'est ça, hein, qui vont mettre l'enseigne Guy Hockey et qui vont développer... Et représenter la marque et ses valeurs sur le terrain. On va revenir aux valeurs parce que c'est important. Il y a le côté chevron chez Citroën, je voulais savoir aussi chez Veolia ce que ça apportait. Vérissure sont des alarmes. Pour ceux qui ont déjà installé une alarme, il y a tout un travail technique très complexe. Vous aussi, vous vous êtes dit, ce qu'on nous offre dans l'éducation nationale, on n'a pas les métiers, on n'a pas les compétences, on va les créer nous-mêmes. Est-ce que c'est ça l'idée? Alors, on retrouve exactement cette idée-là. Vérissure, comme vous l'avez dit, leader européen de l'alarme connectée, un service de télésurveillance. Ça veut dire quoi? On protège ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre vous, que ce soit dans votre foyer, dans votre commerce, face aux 3 risques principaux qui sont l'agression, l'intrusion, le risque d'incendie et les accidents domestiques. Par rapport à ça, on voit que ce n'est pas un métier qu'on trouve, comme on dit, sur étagère. Il n'y a pas le bac expert sécurité. Ou le CAP expert sécurité. Le CAP expert sécurité. On ne parle pas d'ailleurs de vendeur, on parle d'expert sécurité chez nous. Donc c'est vraiment un des métiers où on va commencer par le diagnostic sécurité, on va passer à la vente, la proposition commerciale. Ça c'est un peu plus classique, mais derrière on va avoir l'installation qui est faite par votre même expert sécurité et on va avoir le suivi client, comme vous dites, au XXIe siècle. Tout ça dans le même homme? Tout ça dans le même homme. Ah oui, c'est ça, c'est le mouton à 5 pattes en fait. Ça fait un métier très riche. C'est vraiment un métier très riche. Et en effet, en 2005, on s'est dit, il faut qu'on déploie ça de façon aussi institutionnelle chez nous avec une Vérissure Academy pour accompagner notre croissance. Et là aussi, on retrouve ce que vous disiez, c'est que c'est un métier où on va allouer, on va partager entre théorie et pratique. Alors ça, chez nous, c'est très important. Donc c'est vraiment un bâtiment, pour être concret, c'est un vrai site? C'est même plus que ça, c'est qu'on va être au plus proche du terrain, donc on va former dans nos agences régionales sur toute la France. Ouais, et embarquer le stagiaire sur le terrain. Le stagiaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des formateurs issus du terrain aussi, d'ailleurs qu'on n'appelle pas des formateurs, des responsables développement, des gens qui vont à la fois faire la formation en présentiel et accompagner ensuite les nouveaux sur le terrain, à voir. Par exemple, si on fait le diagnostic sécurité, on va faire des cas réels, on va donner les règles de gestion des risques, etc. Et après,
il va retrouver cette même mise en situation sur le terrain. Pierre-Emmanuel, le profil, on va revenir à Veolia parce qu'il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des techniciens. L'eau, l'énergie sont des métiers d'avenir où il y a besoin de technologie, mais le profil, parce qu'on voyait ceux qui passaient dans la moulinette Guy Hockey, c'est des gens qui ont tout profil, qui n'ont pas forcément le bac, qui parfois sont en galère et se disent tiens, je tente ma chance dans l'immobilier. C'est quel profil, vous ? Nous, ça va être très semblable. On va travailler, ce que vous y disiez, sur le savoir-être. On parle de sécurité, on parle de ce que vous avez de plus cher, on parle de choses personnelles. Et donc formé à la façon de s'exprimer avec le client un peu quand même. Non, oui, mais au-delà de ça... si, ça joue. Bien sûr, et avec une empathie, parce qu'on a des situations parfois très dures, pas faciles à gérer. Donc on a 3 critères. Le premier, non négociable, l'éthique. On a même des tests éthiques, et ça c'est un point, évidemment, quand on parle de sécurité, pas le choix. Le deuxième critère, c'est la capacité à apprendre. En effet, nous aussi, on recrute CV, mais pas que. C'est du potentiel. Et on va les former, d'ailleurs. Et le troisième, ça fait partie de notre ADN, comme la passion, l'innovation, c'est la motivation, ce qui est aussi nécessaire pour des métiers aussi un peu de vendeurs. Derrière ça, j'en reviens juste, c'est en effet, on va travailler sur une formation et un ascenseur social. 98% de nos managers sont issus du terrain, ont été experts sécurité. Le directeur des ventes de Verisure-France, il était alternant. C'est une secte. À 16 ans. C'est pas une secte. Je vous taquine. Mais en tout cas, il faut passer par cette structure parce que ça donne aussi une sorte de manière d'être. Dans vos métiers qui sont très vastes, 178 000 collaborateurs, on touche à l'énergie, à l'eau, on touche aux déchets, à la propreté, et bien sûr les camions, la répurgation, le ramassage des poubelles, mais aussi le traitement. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on dit à un jeune, tu vas être sur une chaîne de traitement de déchets, nous on va te former et on va donner du sens, j'allais dire, à ta vie, en reprenant la phrase du chevron. Comment on met de l'écologie comme ça sur des métiers qui objectivement sont pas simples. On est sur des chaînes de traitement, on sépare le plastique d'autres déchets, c'est compliqué. Paradoxalement, ils le comprennent assez bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, on voit d'ailleurs bien ce qui s'est passé cette année. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse, c'est que l'une des qualités essentielles qu'on attend des personnels que l'on prend, quel que soit leur âge, c'est le sens du service. On a vu que par exemple pendant le coronavirus, ils étaient là. C'est vrai. Nos collaborateurs étaient là, ils ont fait le boulot. Les poubelles ont été ramassées. Voilà, l'eau a été distribuée, tout a été traité, et donc ça c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du groupe. C'est-à-dire que l'une des qualités essentielles, pour reprendre un peu ce que vous disiez sur ce qu'on attend de nos collaborateurs, ils n'ont pas les mêmes niveaux de formation, ils n'ont pas du tout les mêmes métiers, parfois, ils ne sont pas dans les mêmes pays, mais ce qu'on attend, c'est fondamentalement 2 points. Le sens du service public et du service aux industriels, et le sens du travail en équipe. Parce que la chance de nos métiers, c'est un peu comme dans la construction, d'ailleurs on a des activités de construction, ce sont des métiers dans lesquels on travaille en équipe. Le clivage, entre guillemets, entre col bleu, col blanc, est beaucoup plus limité que dans d'autres professions. Et donc, effectivement, c'est un point qu'on attend beaucoup de nos collaborateurs, c'est qu'ils puissent être capables de travailler avec des gens qui ne sont pas comme eux, et de servir les populations, puisqu'on est au milieu des territoires, par définition. Juste un mot sur la notion de sélection, parce qu'il y a un vrai débat. C'est vrai que quand on prépare une émission sur les campus d'entreprise ou les écoles d'entreprise, on voit évidemment qu'il y a d'un côté les facs, les écoles de commerce, qui massifient, et vous évidemment, vous travaillez sur des volumes plus petits, plus fins. Vous sélectionnez, il y a une sélection, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que si on nous regarde là aujourd'hui, des jeunes qui se disent, moi j'ai une galère, j'ai pas d'alternant, je trouve pas de boulot, ils s'inscrivent, ils vont sur Internet. Voilà, il y a un site campusveolia.com et le site veolia.com dans lequel il y a toutes les informations. Ils s'inscrivent sur Internet en fonction de leurs desiderata, en fonction aussi de leurs problèmes géographiques, parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons donc sur les territoires, nous pouvons avoir des candidats qui sont attachés à une région, ce qui, pourquoi pas, d'autres qui ont envie, au contraire, de bouger. Donc ça, il faut en tenir compte, et bien entendu, en fonction des choses et des critères, on prend. Et après, effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte, comme vous, messieurs, c'est de faire de la progression professionnelle, c'est-à-dire le plus possible de gens. On a des exemples de collaborateurs et de collaboratrices qui ont commencé par le CAP, qui ont fait le bac pro, qui ont fait le BTS et qui ont fait le master. Et on a un certain nombre de cadres chez nous qui viennent de l'apprentissage, beaucoup d'ailleurs viennent de l'apprentissage. Oui. Et autre point qui est important pour la culture apprentissage chez nous, c'est un peu comme chez vous, on a beaucoup de nos collaborateurs qui forment. C'est-à-dire qu'effectivement, forme de tutorat. Ça intéresse de toute façon tout le monde, parce qu'effectivement, les collaborateurs sont très honorés, très fiers de pouvoir former des jeunes, etc. Alors, c'est pas toujours simple, mais ils sont très fiers et très honorés de le faire. Et pour les jeunes, ils voient des exemples.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dans une formation académique, ils voient des gens qui font le métier auquel ils se préparent. Ça, c'est important. Et ça, c'est le concret, voilà. Je te montre ce que tu vas vraiment faire. Devenir. Oui, et ça, c'est pas un pic, mais quelque part, en creux, on voit aussi que c'est une critique de l'éducation nationale, c'est pas toujours concret, c'est parfois un peu éloigné de la réalité de l'entreprise, et je crois que c'est une bataille que vous menez chez Guy Hockey, parce que vous évoquiez des cadres. Ils renversent la table, ils veulent devenir agents immobiliers parce qu'il y a un marché, parce qu'ils pensent qu'ils seront libres et qu'ils seront heureux. Puis vous avez des jeunes. C'est quoi les valeurs que vous leur inculquez à ces jeunes? Parce que vous me disiez tout à l'heure, on est passé un peu du volet purement commercial, je vends, à quelque chose qui est plus dans le savoir-être, dans la manière dont on accueille, le service, j'imagine. Le recrutement, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement les valeurs qu'on inculque, c'est celles qu'on porte déjà dans un premier temps, puisque dans un entretien de recrutement, je vous recrute, mais vous me recrutez en tant que patron de la même manière. C'est vrai. Ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, on est à la recherche des meilleurs talents, et les meilleurs talents, c'est souvent dans les valeurs qu'on les retrouve. Après, s'agissant de comment on fait pour rendre un peu moins théorique les outils digitaux nous ont permis notre formation. Aujourd'hui, c'est de mettre, on s'est aperçu qu'on a une des formations les plus longues et les plus complètes du marché aujourd'hui, près de 12 semaines pour accompagner des partenaires ou même des collaborateurs. Et sur 12 semaines, quand vous faites ça en janvier et que vous signez votre premier compromis au mois de septembre, il ne vous reste pas grand-chose de la formation. Donc on a mis aujourd'hui sur une plateforme d'e-learning en tout petit module rappelant et apprenant. C'est ça. Apprenant 20-25 minutes. Piqûre de rappel un peu, quoi. En permanence. Et c'est sanctionné par un quiz, donc c'est apprenant. Et rappelant, c'est presque 96 secondes, 1 minute 30 pour pouvoir éventuellement préparer un de ces rendez-vous. On peut le faire dans le téléphone. C'est tout écrit dans le téléphone sans être... donc on n'a même pas besoin de l'écouter. Donc on a mis une grosse partie de toute la théorie accessible au fil de l'eau, mais tout de suite dans le téléphone et accessible au moment où j'en ai besoin pour laisser la place. Ouais, là j'ai une galère. Je vais à l'onglet juridique, j'ai une galère, bim, je reprends la fiche. Ah oui, effectivement, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais, et pour laisser le présentiel justement à ce qui est essentiel, notamment l'être et puis des jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle sur des situations concrètes. Juste d'un mot, Vérissure, il y a une partie, on le sait, quand on installe une alarme, on vend aussi la possibilité d'avoir du gardiennage, que ce soit pour du public, du privé, mais aussi pour des entreprises. Là, c'est aussi un profil particulier. Ces personnes qui ont soit un chien, soit une voiture et qui vont partir. Est-ce que vous offrez ce service-là ou est-ce que vous vous arrêtez, vous, à la mise en place de l'installation alarme? Alors, on travaille avec des sociétés de gardiennage. Nous ne sommes pas en propre une société de gardiennage. Non, mais je veux dire, est-ce que vous allez même jusqu'à avoir une transmission des valeurs à ces sociétés? Parce que ils représentent la marque. Alors, complètement, c'est exactement. Ça va être le service de bout en bout, donc sur toutes nos chaînes. Bien sûr, là, je vous parlais de nos experts sécurité. Ceux qui sont dans les centres de télésurveillance, c'est encore plus remarquable d'ailleurs. Ils sont là 24 heures sur 24, et eux en direct quand il se passe quelque chose pour faire intervenir les bonnes personnes, etc. Donc cette notion de valeur, cet ADN, c'est vraiment fondamental, clé. On vient un petit peu sur le savoir-être. Et aujourd'hui, c'est vrai que si ces belles valeurs vous intéressent, et que vous avez cette envie, cette motivation, vous recrutez, on recrute. Ouais, c'est le site, pareil, comme vous disiez, c'est notre site carrière sur notre site web vérissure.fr, c'est Indeed, et voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans une dynamique qui n'a pas été trop arrêtée. Et donc, Jean-Marie Lambert, sur les recrutements et sur les métiers en tension, on a vu qu'il y avait le déchet, on l'a entendu, mais il y a aussi le traitement des déchets qui est central. L'idée qu'on recycle notre plastique, qu'on recycle nos objets. Il y a l'eau aussi qui est important, et il y a l'énergie. Quels sont les métiers sur lesquels vous dites, là aujourd'hui, nous, on met le paquet, vous êtes le DRH, on va mettre le paquet sur notre campus parce qu'on a vraiment besoin très vite de gens sur l'eau, sur l'énergie? C'est quoi vos secteurs là? Les secteurs, en fait, c'est tout ce qui tourne autour du recyclage. Vous l'avez dit, ce qui tourne, la collecte, on arrive à trouver à peu près les gens. Oui, ça globalement, c'est stable. Le traitement de l'eau au sens classique, mais tout ce qui est recyclage, tout ce qui est déchets dangereux, effectivement, tout ce qui est assainissement, d'une façon générale, sont des métiers, effectivement, pour lesquels on est en tension, sans parler des électromécaniciens, mais ça, on n'est pas les seuls, puisque c'est traditionnellement, depuis 30 ans... J'ai vu que les électromécaniciens, c'était un métier rare. Le métier anti-chômage, électromécanicien. Depuis 30 ans... Si tu veux avoir un emploi, deviens électromécanicien. Je fais ce métier depuis 40 ans, c'est toujours le même cirque. Les électromécaniciens, on en manque. Donc le paquet, c'est aussi sur des formations affinées, adaptées, et permettre aussi aux collaborateurs, sur des métiers au départ pas valorisants, de pouvoir progresser, c'est ça l'idée. En fait, il y a 2 points qu'il faut noter, c'est que les métiers ont changé. Ils changent. C'est-à-dire que des métiers qui auparavant étaient considérés comme pas valorisants et même basiques
sont devenus de plus en plus techniques. Oui. Puisque maintenant, effectivement, dans tout ce qui est, par exemple, collecte et traitement des ordures ménagères, Très compliqué. c'est devenu beaucoup plus technique qu'à une certaine époque. Donc, effectivement, les formations que l'on dispense sont adaptées à ça, dans la mesure où il y a effectivement le comportemental, c'est très important, pouvoir travailler avec des gens différents, pouvoir travailler au milieu des populations, et donc représenter l'image de l'entreprise au milieu des populations. Et puis, il y a d'autre part, effectivement, l'apprentissage de techniques et de modes de gestion qui n'étaient pas du tout courants. Les exigences de traitement sont totalement différentes. Totalement différentes. Donc le mode de fonctionnement n'est pas le même. Vous ne m'avez pas répondu au début de l'émission, peut-être que je vais avoir plus de chance. Est-ce que vous dites parfois, quand vous avez ces recrues dans vos bureaux face à vous, vous dites quand même l'éducation nationale, elle a failli? Quand vous récupérez des collaborateurs... Moi, je ne me dis pas ça. Je me dis pas ça. Je pense que l'éducation nationale, je pense que, d'abord, premier point, je tiens à rendre hommage aux enseignants de l'éducation nationale avec lesquels on travaille. On pense à eux, en effet. La question, c'est la mission. La question, c'est la mission. Pendant très longtemps, on a vécu dans l'idée que l'éducation nationale devait apporter une culture générale aux élèves. Les humanités, c'est vrai. Bon. Et donc, effectivement, il y a un virage très fort qui est pris depuis 20 ans environ dans l'éducation nationale. Je pense que là, aujourd'hui, on le voit bien, je pense que ça vous plus arrive concret. comme moi, d'aller participer à des forums dans des collèges ou dans des lycées. On est accueillis. Oui. Il y a 25 ans... L'entreprise, c'était vraiment là. Il fallait être père d'élève pour avoir le droit d'y aller. Bon, maintenant, c'est pas le cas. Changement de culture, vous le sentez? Vous le sentez? Très nettement. Un mot chacun sur cette question, parce qu'il y a un vrai débat. Alors, je ne tirerai pas sur l'enseignement, je crois que je vous rejoins aujourd'hui. De la même manière, par contre, c'est notre rôle à nous d'entreprise. On a notre job aussi à faire de façon sociétale, et notamment dans la formation. Donc on intervient, on crée même... Dans le savoir-être. On crée en ce moment d'ailleurs des classes avec des écoles, des classes Guy-Hockey, pour pouvoir récupérer les alternants, parce que la vraie difficulté des alternants chez nous, c'est de trouver un poste, pas de trouver une école. Non, l'école, il la trouve très facilement. Donc aujourd'hui, il y a des aides qui ont été mises en place par l'État, donc on appuie très très fortement, et on en est à créer justement, à travailler justement pour l'année prochaine, à créer une classe Guy-Hockey, de façon à pouvoir... Voilà, il faut aller sur le site Guy-Hockey, évidemment, formation, on trouvera facilement sur les sites. Un mot, vos élèves, vos participants, vos étudiants, il y a eu des vides, il y a eu des manques éducatifs? Pareil, je trouve que vous êtes politiquement correct, je vous sens là. Vous hésitez, vous aviez envie de dire oui, puis vous dites je ne vais pas le dire. Non, c'est pareil, l'alternance, on trouve que c'est une excellente école, et ça... Plébiscité par les étudiants. Voilà, on est plébiscité par les entreprises aussi, donc là-dessus, pas de débat. Pour l'anecdote, mon fils qui était dans son stage découverte en 3e, c'est vrai, quand il a vu ce qu'on faisait, il a dit... Mais papa, pourquoi on ne fait pas ça à l'école pour de vrai, des roleplay, des choses comme ça, etc. Ouais. Mais après, non, on trouve qu'il y a des belles personnes. Et après, avec, s'il y a un peu de culture, du savoir-être, comme on disait, nous, on peut apporter les choses qui un complément. Voilà. Et sur les aspects technologiques, comme vous disiez, nous aussi, il y a beaucoup de choses très technologiques, des innovations permanentes. Avec le digital, avec les moyens dont on dispose, là aussi, on peut accompagner ceux qui en ont envie. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous reviendrez peut-être vous reviendrez évidemment, c'est une invitation collective, et vous reviendrez nous parler peut-être de l'avancée de ces négociations juridiques un peu complexes avec Suez. Enfin, oh là là, oui, on en reparlera. On a combien de temps? On aura quelques jours, on restera quelques jours sur le plateau. Merci Jean-Marie Lambert, DRH de Veolia. On a parlé de ce campus, de ces formations. Allez sur le site parce qu'il y a des métiers et il y a des emplois à pourvoir. Merci à Stéphane Fritz, président du réseau Guy-Hockey. Avec cette classe, c'est l'information importante qui va se créer, qui va s'ouvrir chez Guy-Hockey. Et puis Pierre-Emmanuel Raymondville, directeur développement commercial, en charge de Verisure Academy. Vous, c'est pas le campus, c'est Verisure Academy. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. On termine par fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à la RSE. Tiens, ça intéresse les DRH. Est-ce que cette RSE crée de l'emploi? On en parle avec notre invité dans quelques instants. Avec mon invité, on va s'intéresser justement à la RSE. Alors, on ne va pas être dépaysé parce que la RSE, c'est un sujet évidemment qui concerne les DRH et les entreprises. Sylvia Di Pasquale, merci d'être avec nous. Sylvia, rédactrice en chef de Cadre Emploi. On a souvent Julien Breuil qui nous présente ses études. Et vous me disiez d'ailleurs, parce qu'on a préparé ensemble l'émission, de temps en temps, ces études, je les prends. Et puis, dans notre rédaction, on les traite. Elles sont souvent plébiscitées, des études très riches, très intéressantes. J'ai lu votre article sur cette
RSE comme créatrice d'emplois. C'est pas si simple, dites-vous. Souvent, quand on crée ces postes, c'est des postes en interne. On ne va pas chercher à l'extérieur. Pourquoi on ne crée pas un poste, tout simplement? Pourquoi c'est des postes qui sont en général des gens qu'on fait monter de l'interne? On va le demander aux entreprises. Bah oui, c'est ça. Elles sont là. Elles sont embarrassées. Juste une petite précision. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. Non, c'est un des journalistes de votre rédaction. C'est un des journalistes de la rédaction de Cadre Emploi. C'est important. Absolument. Rendons à César. C'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des postes? D'abord, il y a quand même des postes qui se créent, hein, Arnaud. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas depuis pas mal d'années. Mais il est vrai que les recruteurs ayant un petit peu de mal en France à faire confiance à des gens qui n'ont pas déjà tout le CV, toutes les expériences, etc., eh bien, effectivement, on préfère prendre en interne parce qu'on connaît les gens. Et les peintures de guerre de l'entreprise, je disais, il y avait quand même l'idée qu'il y a quand même, je vous vois opiner, c'est important d'avoir les peintures de l'entreprise, les valeurs, pour pouvoir ensuite peut-être... Parce que vous le disiez dans l'article, votre journaliste le dit, il faut quand même être assez pugnace pour faire ce job. Ah oui, il faut être pugnace, il faut avoir un réseau en interne, c'est très important pour ce poste de RSE. Ouais. Il faut faire du lobbying en permanence, parce que évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que faire de l'écologie dans l'entreprise, c'est formidable, bien considérer ses salariés, c'est encore mieux. Mais quand c'est concret... Et voilà. C'est ça. Là, quand il faut faire en sorte qu'on change le logiciel de l'entreprise, hein, parce que c'est vraiment ça. Par exemple, quand on constate que les délais de paiement sont à 4 mois, mais ça ne va pas du tout pour les fournisseurs, donc il faut faire changer ça. Allez voir votre compta, mettre en place des nouveaux process, tout ça, ça prend du temps. C'est des heures de réunion, hein. Oui, ça. Des réunions, et puis des hors-réunions aussi, vous savez. Oui, la cafette. Attends, je t'avais dit que... En revanche, je vous évoquais dans l'article, votre journaliste parle d'un truc très intéressant. Alors ça vous concerne, là, directement. On change la flotte de l'entreprise. Tout le monde est d'accord pour dire, allez, on passe à l'électrique. Puis en fait, quand vous examinez le sujet, on vous dit, bah non, mais moi j'ai plus de 150 km à faire, j'ai 400 bornes par jour. Enfin, c'est ça vos problèmes, non? Vous en avez, vous, un responsable RSE? Flotte de véhicules, forcément, non? Alors, je pense qu'un responsable RSE, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, puisque vous voulez des réponses directes. Je pense que c'est quelque chose c'est une conscience générale. C'est pas quelque chose, c'est dans tous les services que ça doit exister. Et après, la très bonne nouvelle, c'est que des décisions, on a des circuits extrêmement courts, puisque aujourd'hui on a un comité de direction qui décide assez rapidement. Les deux enjeux forts pour nous, c'est le gasoil, vous l'avez dit, et le papier. Aujourd'hui, on est des gros pollueurs de boîtes aux lettres, l'immobilier en règle générale. Le problème, c'est que c'est le meilleur retour sur investissement que nous avons. Donc, comment on fait pour C'est vrai, c'est ce qu'on entend chez les agents. Mais comment on fait? J'ai lu le papier. Mais comment on fait pour le changer quand on sait qu'aujourd'hui, un mail, on apprend, c'est 1 heure d'ampoule. Donc, où on va, comment on le fait? Donc, on essaye aujourd'hui de façon digitale à organiser des choses. Les voitures sont hybrides chez nous, puisqu'elles ont aujourd'hui 0,72 grammes de CO2 par... Voilà, donc on a pris des décisions. Sur le papier, on a... Mais vous avez décidé de ne pas nommer un responsable RSE? Non, parce que je pense que c'est déjà mon rôle premier, et je suis le décideur. C'est gadget ou pas, franchement? Parce que dans le papier... Non, c'est pas gadget. Non, parce que voilà... C'est une super question. Parce qu'en fait, on a l'impression dans le papier que on n'encourage pas vraiment à postuler. Pas du tout, au contraire. D'ailleurs, sur Cadre Emploi, on a des offres. Il y a des offres. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 2 types d'offres. Il y a les offres pures RSE, donc des postes vraiment purs RSE. Et là, on a un poste, par exemple... C'est un poste chez Kaufmann & Broad, directeur RSE. Le niveau de salaire, vous pouvez y aller. La promotion immobilière. Ouais. Et donc, c'est un très beau poste. Donc, voilà, ça existe. Il y a même des postes pour des apprentis, des postes pour des stagiaires aussi. Donc, c'est important de le dire. Donc, il y a quand même une dynamique de création de... Il y a un effort, effectivement, sur la dynamique de création de postes. Mais soyez pugnace. Voilà. Un dernier mot, Sylvia. Et sinon, autre type de postes, ce sont des postes mixtes. C'est-à-dire que, par exemple, si on est adjoint au DG, on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé dans la RSE, mais il faut avoir ce background. Il faut avoir les arguments pour dire attention, là, on devrait plutôt aller par là. Un dernier mot, parce qu'on va être en retard. Aujourd'hui, on met plus de sous, par exemple, dans les entreprises qui nous accompagnent à être responsables social, qu'un poste, en fait, en réalité. Il y a un choix d'externaliser. Et il est hors de question qu'il y ait un poste qui soit un poste de complaisance pour pouvoir le dire à la télé. Quoi. Bon, Stéphane Fritz est tombé. Paf. Vous le savez, chez Guy Hockey, il n'y aura pas de responsable RSE. Non, par contre, il y a des... Non, c'est vraiment quelque chose qu'on embarque et assez fortement. Mais allez sur le site Cadre Emploi, parce que
Sylvia nous dit qu'il y a quand même aujourd'hui une Ah oui, il y a dynamique beaucoup de postes, sur oui. toutes les échelles. D'ailleurs, ça peut être des cadres, des postes de cadres supérieurs jusqu'à des apprentis. Oui. Stéphane Fritz, merci pour pour vos mots directs sur ce sujet. Merci à Vérissure et au chef du campus Vérissure. Et merci à Sylvia Di Pasquale. Vous revenez quand vous voulez, parce qu'il y a toujours plein d'articles passionnants qui sont Avec d'ailleurs plaisir. souvent issus des travaux menés par les études de cadre Aussi, emploi. exactement. Rédactrice en chef, je le rappelle, de cadre emploi. Merci à vous qui Merci. nous suivez. Merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne et qui me parle dans l'oreille. Et nous sommes en retard. Et puis merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain, évidemment, en direct pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez fidèles au programme de Bismart, bien entendu. Bye bye, bonne journée. Portez-vous bien.